Beaucoup ont décrié cette décision, ont dit que c'était complètement incompréhensible. C'est le mot qui est le plus revenu dans la bouche des politiques aujourd'hui. Vous estimez que c'est une vengeance aujourd'hui? Elle émane de qui et pourquoi on se vengerait? Le mot est fort, vengeance. Je dis que c'est un bras de fer. Tout simplement, je me dis, je ne peux me l'expliquer que de cette manière, et nous ne pouvons nous l'expliquer que de cette manière. Toutes les conditions dans le dossier qui a été présenté devant le tribunal étaient extrêmement complètes. Elle voulait bénéficier d'une aide psychologique à l'extérieur. Elle allait être entourée par ses filles, vivre chez une de ses filles. Donc je ne vois pas en quoi elle ne pouvait pas sortir, quitte à avoir des restrictions sévères. La possibilité d'un bracelet électronique, bien sûr, était envisagée, et pourquoi pas durant la fin de sa peine. Donc je dois dire qu'on n'a pas vraiment saisi ce qui allait troubler l'ordre public dans le fait qu'elle sorte. Et d'autant qu'on nous dit en permanence, les prisons sont pleines. Il faut réserver effectivement les maisons d'arrêt pour les personnes les plus dangereuses. Or, Jacqueline Sauvage n'a aucun élément de dangerosité, ce qui a été confirmé par les experts qui l'ont examinée durant son séjour au centre de détention. Mais revenons, si vous voulez bien, à cet aspect de bras de fer que vous évoquez. Un bras de fer à quelle fin, à quel effet? C'est-à-dire tout simplement, les juges sont souverains, estiment qu'il y a eu un premier verdict, un deuxième verdict qui a confirmé la première condamnation. Il y a eu un jury populaire qui a été désigné, qui a pris sa décision aussi. Donc pourquoi revenir sur ce qui représente la justice et ce qui est extrêmement solennel et ne doit pas être mis en cause? Donc on a estimé qu'elle avait exercé sa voie de recours puisqu'elle était revenue en appel, et donc elle doit s'incliner, et d'autant que finalement, c'est laisser peut-être la porte ouverte à plusieurs grâces présidentielles, alors que ça ne reste qu'un événement tout à fait exceptionnel que le président avait pris en considération en raison de circonstances extrêmement particulières. Alors justement, en l'espèce, on sait que c'est un dossier qui a été éminemment médiatique. Est-ce que ça n'a pas été contre-productif? En d'autres termes, est-ce que chacun n'a pas voulu jouer sa carte dans cette affaire? Mais pas du tout. On pouvait pas comprendre et saisir l'ampleur de cette affaire lorsqu'on a plaidé. Je veux dire, cette affaire a intéressé parce qu'il s'agit quand même, bien sûr, elle est coupable, et on ne dit pas qu'elle est innocente à aucun moment. D'ailleurs, le président, en rendant simplement sa décision avec une grâce partielle, a bien montré qu'il admettait qu'elle est coupable, mais en même temps qu'il fallait de la clémence, qu'il fallait qu'elle obtienne de la clémence compte tenu des circonstances qu'elle avait vécues. Donc, je dirais, la médiatisation, elle n'y est pour rien. Elle s'est faite en dépit de son désir, je dirais, et on lui reproche aujourd'hui. Elle n'y peut rien. Elle a reçu des centaines de lettres lorsqu'elle était en prison. On lui a proposé d'écrire des ouvrages sur sa vie, ce à quoi elle n'a pas répondu. Je veux dire, c'est une femme extrêmement discrète qui s'est fait, je veux dire, assez réservée durant toute sa détention. Donc aujourd'hui, qu'on lui reproche à elle cette médiatisation, je trouve ça plutôt difficilement acceptable, et d'autant que là encore, la décision aurait pu être rendue avec des restrictions, et notamment de ne pas médiatiser son affaire et de ne pas écrire un livre sur cette affaire. Donc il y a des restrictions qui sont possibles dans une décision. Pourquoi ne pas l'avoir ordonnée? Justement, vous parliez du soutien qu'elle a recueilli. Comment est-ce qu'elle réagit aujourd'hui, votre cliente, à cette décision? Alors aujourd'hui, elle se dit j'ai l'impression d'être un pion, je suis ballottée dans tous les sens, on me reproche des choses que je n'ai pas voulu, puisqu'elle n'a jamais parlé, donc ça n'est pas elle qui parle, ce sont les autres qui parlent à sa place. Donc elle est, je dirais, elle est un peu en déséquilibre, elle ne comprend pas très bien ce qui lui arrive, et elle est surtout extrêmement contrariée, parce qu'elle se dit s'il n'y avait pas eu tout ça autour de moi, mais en même temps tout ce qu'il y a eu autour d'elle l'a aidée peut-être à comprendre, non pas à se poser en victime, ce qui lui est reproché, mais à comprendre qu'elle n'est pas la seule dans ce cas, qu'elle est quand même victime de violences conjugales, qu'on le veuille ou non, et qu'il y a d'autres femmes victimes comme elle de violences conjugales qui lui ont écrit et lui expliquer à de nombreuses reprises ce qu'elles vivaient aussi au quotidien ou ce qu'elles avaient vécu. J'aimerais vous faire réagir à ce que nous a dit tout à l'heure la secrétaire générale de l'USM.
Il est indépendant tant du pouvoir politique que de l'opinion publique. Je pense que la Cour d'assises l'a démontré au moment où elle a condamné Jacqueline Sauvage, alors que ça allait à l'encontre de l'opinion publique à ce moment-là. Là, le tribunal d'application des peines prend une décision qui va encore une fois à l'encontre de l'opinion publique. Peu importe l'avis du pouvoir exécutif, l'objet, c'est la libération. Le dossier est-il en faveur d'une libération de Jacqueline Sauvage? Les juges ont dit non. On s'interroge quand même pour voir pourquoi avoir pris le contre-pied de tout ce qui se disait à propos de cette femme. Écoutez, selon nous, le dossier avait été extrêmement bien préparé. Les garanties de représentation étaient réunies. Aucun élément de dangerosité, aucun risque de récidive. Donc, on espérait avoir une libération, comme je vous l'ai dit, avec des restrictions éventuelles, ce que je peux admettre. Mais lorsqu'on nous dit elle a déjà été condamnée, oui, mais la demande de libération conditionnelle existe. Ce n'est pas que la première condamnée qui demande une libération conditionnelle. Mais l'argument qu'on donne, c'est qu'elle n'a pas pris le temps de réfléchir. Oui. Elle a pas Alors, fait son là geste. encore, comment aurait-elle pu prendre le temps de réfléchir, bien qu'elle l'ait fait? Elle ne l'a pas forcément exprimé, mais toutes les nuits, elle est hantée parce qu'elle l'a fait. Et nous le savons parce qu'elle se confie à nous. Et je dirais, là encore, il y a un dysfonctionnement de la justice. Allons jusqu'au bout. Pourquoi n'est-elle pas suivie psychologiquement en prison, là où elle est? Elle n'est pas suivie. Comment va-t-elle travailler toute seule? Or, nous offrions la possibilité à l'extérieur de la faire suivre par un psychologue qui avait été consulté par ses filles et qui nous a fait une attestation disant qu'il était prêt à l'aider dans sa démarche de travail sur le passage à l'acte et sur le fait qu'elle avait commis cet acte meurtrier envers son mari.